Bonjour, bienvenue au cours d'analyse appliquée à l'intention des mécaniciens. Aujourd'hui, nous allons étudier les espaces dotés d'un produit scalaire, notamment les espaces des Hilbert, et nous verrons un des résultats les plus importants du cours, les théorèmes de la projection orthogonale. Rappelons encore une fois nos objectifs. Nous souhaitions redéfinir les notions usuelles de l'analyse en termes d'intégrale représentant le travail ou la puissance d'un système mécanique. Nous avions aussi comme objectif celui de définir une notion de convergence et une notion de proximité entre éléments d'un espace vectoriel à partir d'intégrales de travail ou de puissance. Ceci nous a déjà amené à définir la dérivée en termes d'intégrales. Par ce biais, nous avons pu donner une définition à la dérivée d'une fonction de LP. Rappelons que les éléments de LP, ce sont des classes de fonctions. Grâce à la notion de dérivée introduite sur LP, nous avons pu définir les valeurs ponctuelles d'un élément de LP, toujours à partir d'intégrales. Dans notre démarche, la valeur ponctuelle est une conséquence de la définition du dérivé, et non pas les contraires. Jusqu'à présent, notre démarche a été la suivante. Nous avons commencé par introduire la notion de distance, qui nous a conduit à la notion d'espace métrique. Nous avons ensuite introduit la notion de norme, qui nous permet de définir une distance. Ceci nous a conduit aux espaces normés. Nous avons ensuite vu comment transformer un espace normé de manière à créer un espace complet. Nous obtenons alors les espaces dits espaces de Banach, notamment les espaces LP d'oméga, où les éléments sont des classes de fonctions. Nous avons donc dû redéfinir la notion de dérivée et la notion de valeur ponctuelle qui est produite à partir de la notion de dérivée. Cependant, dans aucun de ces espaces n'intervient la notion d'orthogonalité et il n'est pas possible de déterminer l'angle formé par deux de ces éléments. Il est possible d'introduire la notion d'orthogonalité dans un espace de Banach en disant que U orthogonal à V si seulement si la norme du U plus lambda V est supérieure ou égale à la norme du U, quel que soit lambda appartenant à R. Nous voyons dans la figure suivante, si vous avez U et V orthogonaux, l'élément U plus lambda V aura toujours une longueur qui est plus grande que celle du U. Cependant, si vous prenez deux éléments qui ne sont pas orthogonaux, il est possible de trouver des valeurs de lambda pour lesquelles la norme du U plus lambda V devient inférieure à la norme du U. Cependant, cette notion d'orthogonalité est difficile à manipuler en pratique. En outre, elle ne permet pas de calculer l'angle entre deux éléments. Pour avoir une notion d'orthogonalité plus facile à manipuler et correspondant davantage à nos habitudes dans les espaces euclidiens, nous avons besoin d'une nouvelle notion, la notion du produit scalaire. Un produit scalaire sous un espace vectoriel V est une application bilinéaire, symétrique, positive, non dégénérée. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une application telle que les produits du U par V égale au produit du V par U,
que le produit de lambda U plus V W est égal à lambda produit du U par W plus produit du V par W, que le produit de U par U est non négatif et que si le produit de U par U est égal à 0, alors U égale à 0. Voici les propriétés qui définissent un produit scalaire. Lorsque nous avons un produit scalaire, nous pouvons lui associer une norme. La norme d'un élément U est simplement la racine carrée du produit scalaire du U par U. Lorsque l'espace est complet pour cette norme, nous disons qu'il s'agit d'un espace de Hilbert. Une des inégalités les plus utilisées dans le cadre d'espace d'Hilbert est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui postule simplement que le module du produit scalaire du U par V est inférieur ou égal au produit de la norme du U par la norme du V. Ainsi, le module de produit scalaire de deux éléments est toujours inférieur ou égal au produit de leur norme. Un des grands avantages des espaces avec un produit scalaire, et notamment des espaces d'Hilbert, est celui de reprendre des notions de géométrie euclidienne, telles que l'angle et l'orthogonalité. Par exemple, nous avons la règle du parallélogramme. La norme du U plus V au carré plus la norme du U moins V au carré, les deux diagonales du parallélogramme, égale à 2 normes du U au carré plus norme du V au carré, la somme des côtés. Nous avons aussi une notion d'angle. Par exemple, nous considérons deux éléments U et V de l'espace vectoriel. L'angle θ entre ces deux éléments vérifie l'égalité cosinus θ égale au produit scalaire du U par V divisé par les produits de les deux normes. Compte tenu d'inégalité de Cauchy-Schwarz, le côté droit de cette expression est compris entre -1 et 1 et définit bien un cosinus. Un angle égal à π sur 2 correspond à la notion d'orthogonalité. Cosinus de π sur 2 étant égal à 0, l'orthogonalité s'y traduit, comme il est classique dans les espaces euclidiens, par un produit scalaire nul. U orthogonal à V, si seulement si le produit scalaire du U par V est égal à 0. Dans le cadre de l'étude des équations dérivées partielles ou des équations différentielles, on utilise le plus souvent certains espaces d'Hilbert dits espaces de Sobolev. Le premier est simplement L2 d'oméga, l'ensemble des classes des fonctions des carrés intégrables dues aux relations d'équivalence, d'égalité presque partout. Le produit scalaire de cet espace, c'est l'intégrale de U fois V. Le deuxième espace de Sobolev est H1 d'oméga. Les espaces de Sobolev sont en général notés par la lettre H. Il s'agit ici des éléments des carrés intégrables pour lesquels la dérivée est elle aussi des carrés intégrables. Donc il s'agit des éléments d'L2 qui ont la propriété que leur dérivée variationnelle est elle aussi un élément d'L2. Dans ces cas, les produits scalaires, c'est l'intégrale du V plus l'intégrale du prime V'. On peut continuer en créant des espaces H2, H3, H4, Hn en général. En général, un espace Hn contient les dérivées jusqu'à l'ordre n dans L2. Par exemple, H2 d'oméga est l'ensemble des éléments de L2 ou de H1 tels que la dérivée première appartient elle aussi à H1.
Donc, nous avons U, U', U seconde dans L2 du oméga. Si vous prenez l'espace HP, vous aurez la dérivée d'ordre P qui doit appartenir à H0, c'est-à-dire L2 du oméga. Les produits scalaires contiennent toutes les dérivées jusqu'à l'ordre de l'espace. Pour l'ordre 2, nous allons jusqu'à la dérivée d'ordre 2. Pour l'ordre P, nous irons jusqu'à la dérivée d'ordre P. Donc, pour l'espace H2 d'oméga, les produits scalaires contiennent l'intégrale du V plus U'V' plus U seconde V seconde. Parfois, les espaces de Sobolev peuvent être notés avec un indice 0. Ceci signifie qu'U égale à 0 sur la frontière de oméga. Parfois, on réduit à une partie significative de la frontière, c'est-à-dire une partie qui n'a pas une mesure nulle. Dans ces cas, les produits scalaires peut être celui de H1 d'oméga, mais on peut aussi utiliser simplement l'intégrale des dérivées. Les espaces de Sobolev sont très utilisés dans l'étude des équations aux dérivées partielles et des équations différentielles. Nous y reviendrons plus tard. Un des résultats les plus importants dans le cadre de la théorie des espaces de Hilbert, avec un intérêt majeur pour les mécaniciens et pour la résolution des équations différentielles et des équations aux dérivées partielles, est le théorème de la projection, que nous allons voir dans la suite. Le théorème de la projection assure l'existence et l'unicité de la projection orthogonale PU d'un élément U sur un ensemble S possédant certaines caractéristiques de convexité et de fermeture en général. La projection orthogonale est la meilleure approximation du U dans l'ensemble considéré. Elle joue donc un rôle important dans tout ce qui est approximation d'une fonction. En réalité, elle est définie comme étant l'élément qui minimise la distance entre U et un ensemble. On peut retrouver la propriété d'orthogonalité de la projection à l'aide d'un raisonnement géométrique simple. Comme nous l'avons observé, dans les espaces munis d'un produit scalaire, nous pouvons adopter des raisonnements euclidiens. Imaginons un ensemble S représenté ici par une droite et un point U quelconque de l'espace. La projection orthogonale PU se trouve dans S. Nous pouvons alors considérer un second élément V dans S. Si nous considérons les vecteurs U-V et les vecteurs U-PU, nous voyons que lorsque PU vérifie une propriété d'orthogonalité par rapport à S, X norme du moins PU sera toujours inférieure ou égale à norme du moins V pour tout élément V appartenant à S. Ainsi, la projection orthogonale est définie comme étant l'élément de S qui minimise la distance entre U et S. Norme du moins PU est la plus petite valeur des normes du moins V pour V appartenant à S. Nous allons ensuite voir comment on caractérise U à l'aide des propriétés d'orthogonalité. En effet, si nous considérons un élément V appartenant à S, nous aurons des propriétés d'orthogonalité qui relient V-PU à U-PU. Nous allons examiner quelques situations particulières. Le théorème de la projection orthogonale est basé sur la construction d'une suite de Cauchy. On en déduit alors que la suite est convergente, la limite étant la projection orthogonale, puis on démontre son unicité. Ceci suppose que l'espace soit complet et que l'ensemble du travail soit fermé. L'énoncé générique du
théorème de la projection orthogonale est le suivant. Soit S, contenu dans V, un ensemble convexe, un sous-espace vectoriel, un sous-espace affine, fermé, et l'ensemble V complet. Alors, pour tout élément U appartenant à V, il existe un et un seul PU appartenant à S, tel que U moins PU réalise les minimums des normes d'U moins V, V appartenant à S. PU est la projection orthogonale de U sur S. Cet énoncé générique sera repris par la suite avec les situations particulières de convexe, de sous-espace affine. Et nous montrerons qu'on peut leur associer des équations dites équations variationnelles ou, dans le cas d'un convexe, une inéquation variationnelle. Ces équations ou inéquations peuvent être résolues par des méthodes numériques adaptées, notamment la méthode des éléments finis. Commençons par le cas d'un sous-espace vectoriel. Dans le cas d'un sous-espace vectoriel, un élément V quelconque peut être additionné à PU de manière à obtenir encore un élément de sous-espace vectoriel. Nous aurons donc V qui peut être ramené à l'origine en quelque sorte. Nous avons donc V qui sera orthogonal à U moins PU. Ainsi, dans le cas d'un sous-espace vectoriel, l'élément PU est caractérisé par PU appartenant à S et U moins PU, scalaire V égale à 0 pour tout élément V appartenant à S. Il s'agit d'une équation variationnelle. La caractérisation donnée pour un sous-espace vectoriel s'étend à celle d'un sous-espace affine. Rappelons qu'un sous-espace affine est un ensemble S tel qu'étant donné UV dans S et lambda appartenant à R, lambda U plus 1 moins lambda V est un élément d'S. On peut imaginer un sous-espace affine comme étant une droite qui ne passe pas par l'origine. En effet, on peut caractériser un sous-espace affine comme étant une translation d'un sous-espace vectoriel à l'aide d'un élément W0. En pratique, W0 peut être n'importe quel élément d'S. En particulier, il peut être la projection orthogonale d'un élément donné. Dans le cas d'un sous-espace affine, nous avons encore une propriété d'orthogonalité. Considérons les sous-espaces affines S et considérons les sous-espaces vectoriels S0 qui est une translation des S par un vecteur W0 ou un vecteur U0, peu importe. Si nous considérons un élément V dans les sous-espaces vectoriels S0, nous pouvons lui rajouter U0 ou W0 pour obtenir un élément de sous-espace S. Et nous aurons donc une propriété analogue. U moins PU sera orthogonal à V moins PU, V plus W0 moins PU, c'est-à-dire que U moins PU va être orthogonal à S0. Ainsi, dans le cas d'un sous-espace affine, la projection orthogonale du U est caractérisée par l'égalité suivante. PU est un élément d'S, tel que U moins PU est orthogonal à V moins PU pour tout élément V d'S. Nous avons ici une équation variationnelle. On peut ramener cette égalité au sous-espace vectoriel dont la translation nous donne S. En effet, nous pouvons considérer U moins PU scalaire
W. W étant égal à V moins PU. W est un élément du sous-espace vectoriel S0. Ainsi, nous pouvons caractériser la projection orthogonale à l'aide d'une nouvelle équation variationnelle. PU est un élément de S tel qu'U moins PU est orthogonal à tout élément W de S0. Une deuxième extension concerne les cas d'un ensemble convexe. Rappelons qu'un ensemble C est convexe lorsqu'il vérifie la propriété suivante. Étant donné UIV dans C et θ appartenant à 0,1, θU plus 1 moins θV appartient à C. Les modèles pour un ensemble convexe est un ovale ou un rond. La définition donnée signifie simplement qu'étant donné deux éléments UIV dans l'ensemble, les segments qui les relient restent dans l'ensemble. Nous pouvons caractériser la projection orthogonale d'un élément U sur un ensemble convexe C en faisant appel à la notion de tangente. Imaginez la tangente tracée par rapport à l'ensemble et un élément PU tel qu'U moins PU est orthogonal à cette tangente. Nous voyons dans la figure que l'ensemble C se trouve entièrement à gauche de la droite tangente. Ainsi, lorsque nous considérons un deuxième élément V appartenant à C, l'élément V moins PU forme un angle supérieur à π sur 2 avec U moins PU, c'est-à-dire que le cosinus de l'angle entre V moins PU et U moins PU est négatif. Nous avons donc la propriété suivante. La projection orthogonale PU du vérifie PU appartient à C et U moins PU, V moins PU négatif pour tout V appartenant à C. C'est-à-dire que l'angle entre U moins PU et V moins PU est supérieur ou égal à π sur 2. Nous avons dans ce cas une inéquation variationnelle. Comme nous l'avons déjà observé, la projection orthogonale représente l'élément le plus proche du U dans l'ensemble S. Il s'agit donc de la meilleure approximation numérique possible de l'élément U dans l'ensemble S. Cette observation et cette propriété donnent origine à plusieurs méthodes numériques, notamment les éléments finis et les volumes finis. Les différences finies peuvent elles aussi être interprétées en termes de projection orthogonale. On retrouve des équations variationnelles liées au théorème de la projection dans les systèmes à comportement bilatéral, notamment dans l'élasticité linéaire ou non, ou plus généralement dans les systèmes qui se trouvent en régime linéaire. Les inéquations variationnelles apparaissent dans les systèmes à comportement unilatéral, lorsque nous avons du contact, du jeu, du frottement, du changement de phase, de la plasticité. Illustrons la procédure et la projection orthogonale avec un petit exemple très simple, une masse et un ressort. Nous nous intéressons au déplacement U de la masse. Nous posons comme condition que la masse est en déplacement initial égal à 1 et que sa vitesse à l'instant t égal à 1 est nulle. Classiquement, la solution est donnée par une équation différentielle. Moins U seconde plus U égale à 0 sur 0,1 avec U de 0 égale à 1 et U' de 1 égale à 0. Prime ici indique une dérivée par rapport au temps. Considérons les produits scalaires U par V comme étant l'intégrale de 0 à 1 du prime V' plus UV dt.
Comme nous l'avons vu, ceci correspond à un espace de Sobolev particulier, l'espace H1. Considérons aussi un sous-espace affine S défini par les fonctions finies sur 0,1 à valeur d'un R tel que de 0 égale à 1. Nous avons bien un sous-espace affine, car S est la translation du sous-espace S0 formé par les fonctions qui prennent la valeur 0 en 0 par la fonction constante égale à 1. Si nous considérons un W appartenant à S0 et U la solution de l'équation différentielle donnant le mouvement de la masse, nous pouvons calculer les produits scalaires à l'aide d'une intégration par partie, dans laquelle nous ramenons les termes U'W' à U seconde W. Nous obtenons alors 0. Par conséquent, nous avons les résultats suivants. U est un élément d'S tel que 0 moins U scalaire W égale à 0 pour tout W appartenant à S0. Il s'agit donc de la projection orthogonale de l'élément 0 sur l'ensemble S. Nous établissons ainsi une relation entre les mouvements de ressort et une projection orthogonale. Ce type de relation peut être établi pour les nombreuses situations dans la mécanique. Cette démarche, qui est assez générale et qu'on retrouvera dans d'autres situations de la mécanique, nous donne des méthodes de calcul numérique. Par exemple, reprenons notre petit exemple masse-ressort. Comme nous avons vu, nous pouvons caractériser U comme étant la solution d'une équation variationnelle, que voici, qui met en jeu les ensembles S et l'ensemble S0, S0 étant un sous-espace vectoriel. Nous pouvons donc envisager une procédure d'approximation de la manière suivante. Nous considérons la fonction constante égale à 1, U0. Et ensuite, nous considérons un sous-ensemble de fonctions φ1, φ2, φn, tel que chaque φi appartient à S0 pour tout i. Puis nous composons U égale à U0 plus la somme des UI φi. Cette expression nous fournit une approximation de la solution U. Pour la déterminer, nous devons calculer l'équation U1, UN. Commençons par remarquer qu'U est bien un élément d'S. Étant donné que tous les φ sont nuls en 0, nous aurons bien U de 0 égale à 1. Nous avons ensuite l'équation variationnelle. U scalaire V égale à 0 pour tout V appartenant à S0. En particulier, φ est un élément de S0. Donc, nous devons avoir U scalaire φ égale à 0 pour tous les éléments φ indiciés. En remplaçant U par l'approximation, nous obtenons des équations qui forment un système linéaire. AU égale à B, où AIJ est le produit scalaire de φ par J. Voyons comment ça marche. Nous pouvons considérer, par exemple, φ comme étant un polynôme. Φ égale à x à la puissance i. Ces fonctions ont bien la valeur 0 en 0. Prenons un exemple avec 20 éléments. Voici la solution exacte. Nous calculons et le résultat est presque identique au résultat exact. L'erreur est de 10 moins 11. Nous pouvons changer la base. Si nous intéressons, nous pouvons utiliser par exemple des fonctions trigonométriques, par exemple des sinus qui vérifient la valeur 0 en 0. Tassons la solution et calculons encore avec 20 termes. Nous avons à nouveau un résultat très proche du résultat exact.
Nous voyons donc qu'il existe un lien très fort entre la notion des projections orthogonales et les solutions d'équations différentielles. Ce lien est exploité par les méthodes variationnelles, par de nombreuses méthodes numériques, telles le volume fini, les éléments finis, les différences finies. Toutes ces méthodes peuvent s'écrire sous la forme variationnelle et concernent des projections orthogonales. Dans les prochains cours, nous verrons un deuxième résultat fondamental très important dans les espaces Hilbert, le théorème d'Iris. Pour ces théorèmes, l'outil fondamental, ce sont les inégalités que nous avons abordées. Merci, au revoir.